Si vous voulez, on va commencer. Eh bien, bonsoir, bienvenue. Nous vous remercions de vous être déplacés et sommes très heureux de vous accueillir ce soir. L'objectif de la rencontre d'information est de vous présenter les travaux puis les étapes qui sont associées concernant le projet de protection des berges à Maria, du secteur commercial et du secteur 132, c'est-à-dire du parc du Vieux-Quai, tout proche des résidences les Desmaria, puis jusqu'aux plages municipales, jusqu'au cadre, là, tout près de la plage municipale. Vous voudrez noter que la séance est filmée. Sera disponible là, dans quelques jours là, sur le site de la municipalité. Une présentation d'environ 1 heure sera expliquée par M. Dominique Lachance. M. Lachance est directeur à la direction de l'ingénierie, infrastructure et adaptation au changement climatique à la Fédération québécoise des municipalités, la FQM. Ensuite, après la présentation de M. Lachance, une période de questions suivra. Elle sera animée par Mme Luce Plourde, agente de liaison dans le dossier de la protection des berges. Donc, si vous voulez garder vos questions, noter vos questions, puis les poser à la fin de la présentation. Après ce mot de bienvenue, je vais céder la parole à M. Daniel Audette, qui est un élu, conseiller à la municipalité et responsable du dossier de protection des berges, qui vous fera une mise en contexte du projet. Le projet qui date d'un certain temps, qui a impliqué énormément de personnes et de collaborateurs. Je passe la parole à M. Audette. Oui, bonjour. Merci, Monsieur le maire. Vous m'entendez bien? Donc, merci d'être présent ce soir on va dire, grand nombre. On va se donner des chances. Donc, le dossier d'érosion à Maria, on va faire une brève historique puis un petit recours. On passera peut-être pas toutes les étapes en détail, mais vu que je vois qu'il y a des nouveaux visages puis des gens qu'on n'a pas vus dans les autres rencontres, on va quand même faire une petite mise en contexte d'où on arrive puis on s'en va. Donc, la municipalité de Maria, que ça a été marqué par plusieurs événements qui se sont produits le long de la côte dans les années dans un passé rapproché, à partir de 2005, de façon notable, que dans le fond, en 2005 et 2022, il y a eu plusieurs événements plus importants, sur les Grandes Marées en 2005, en 2010. Il y en a également eu l'année passée aussi qui se sont déroulés, mais pour la période qu'on avait à l'étude entre 2005 et 2022, qu'il y a eu des multiples acquisitions de données, que ça a déclenché, dans le fond, un processus au ministère qu'on a décidé d'entreprendre des études pour mieux comprendre les aléas côtiers dans Maria. De façon notable, on a eu l'UQAR, on a eu un groupement scientifique qui s'appelait Ouranos aussi, qui ont fait des études pour en arriver, dans le fond, à la conclusion que Maria était, si on veut, à risque aux aléas côtiers, puis qu'il fallait trouver quelque chose puis intervenir pour régler ça. Puis on a aussi remarqué pendant cette période-là que la récurrence des tempêtes, dans le fond, plus ça allait au travers le temps, plus les tempêtes sont rapprochées, plus la force des tempêtes aussi est importante. Ce qui explique ça en grande partie ou en partie, c'est la faible altitude, entre autres, de la bande côtière. On sait que Maria, c'est un village qui est au niveau de la mer, qui est vraiment... La 132 est presque au niveau de la mer, exactement. Le recul du trait de côte au travers les années aussi. Toute l'érosion, ça a reculé le trait de la côte, qui se rapproche de plus en plus des infrastructures municipales. Une artificialisation, pas facile celle-là, significative de la côte. Ça veut dire qu'il y a du monde qui ont entrepris des mesures de protection, mais de façon non uniforme, ce qui a accéléré aussi le processus d'érosion côtière. Aussi, la réduction du couvert de glace en hiver, que ça, c'est un phénomène dans toute la baie des Chaleurs, que les hivers, il y a de moins en moins de glace, elle arrive plus tard, reste moins longtemps. Donc, les marées d'hiver, toute la force n'est pas atténuée par la glace, puis ça va directement dans les vagues. Et le rehaussement du niveau de la mer aussi avec les changements climatiques qui favorisent les épisodes de submersion. Donc, avec tous ces éléments-là, c'est comme apparu inévitable que Maria avait besoin d'une solution pour régler le problème d'érosion côtière.
ce qui nous a amené le ministère de la Sécurité publique en 2022, en mars 2022, qui nous a amené le cadre de prévention des sinistres, qui, dans le fond, ça, c'est un programme du ministère qui est prévu justement pour agir dans les localités à risque d'érosion côtière. Qu'on a signé, donc la municipalité a signé une entente avec le ministère pour faire des études plus avancées, plus poussées sur le sujet, puis arriver avec à modéliser une analyse de risque et d'avoir des analyses de solutions pour essayer de trouver qu'est-ce qu'ils peuvent faire, puis qu'on peut faire ensemble pour régler ça. Donc, on arrive, ce qui nous amène en 2023, que le ministère a mandaté une firme de consultants. Donc, il y a eu le consultant Ropars Inc., qui est Yann Ropars, qui est un consultant en ingénierie côtière, qui avait comme mandat de réaliser les études, l'analyse de risque, l'analyse de solutions, basées sur les données toujours qui ont été recueillies depuis 2005 jusqu'à 2022 par les différents intervenants. Puis, il y avait une autre firme tierce, si on veut, qui s'appelle La Salle NHC, qu'eux, ils modélisent des vagues, ils modélisent des courants, ils modélisent des hauteurs, des niveaux d'eau, des forces d'impact de tempête. Donc, tout ça basé sur ces données-là sont arrivés à composer l'analyse de risque et l'analyse de solutions qui a été présentée au ministère de la Sécurité publique. Puis, avec tout ça, eux, dans le fond, ils ont une série de critères que le ministère se doit de respecter, que je peux les répéter vu qu'ils ont été nommés, mais pour rafraîchir un peu la mémoire. Dans le fond, le ministère, l'objectif, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Ça, c'est leur premier objectif, c'est non négociable, d'être durable au moins 30 ans, de prendre en compte l'effet des changements climatiques, d'assurer un équilibre investissement versus valeur des enjeux protégés, être adapté au milieu, préserver la vue et les usages de la plage et limiter les impacts environnementaux. Donc, à la lumière de tous ces critères du ministère, la solution qui était proposée pour le secteur, parce que le projet aussi est divisé en différents secteurs. Dans le fond, il y avait une partie, à l'origine, ça partait des Tournepières, ça se rendait jusqu'à la rue des Colibris, si on veut, ou au bureau de poste. Le secteur a été divisé en deux parties. Il y a eu la partie qui est Tournepières jusqu'à la maison Moat et de la maison Moat jusqu'au bureau de poste, qu'on appelle le secteur commercial. Puis, dans le fond, la principale raison de cette division-là, c'est que les enjeux ne sont pas les mêmes, la dynamique côtière n'est pas les mêmes dans les deux secteurs. Puis, la partie qu'on appelle commerciale, ce qui nous intéresse dans le fond ce soir, c'est de la rue des Colibris jusqu'à la maison Moat. Ça, c'est le secteur qui est sujet à l'érosion côtière et à l'impact des vagues et au franchissement. Tandis que Tournepières, c'est un autre dossier, c'était la submersion marine, que ça, c'est une autre solution à part qui était décidée pour ce secteur-là. Puis, le ministère des Transports et de la Mobilité durable, finalement, ont démontré de l'intérêt pour collaborer avec les municipalités pour étendre le projet sur un secteur plus long, se rendre jusqu'à la plage des Goualans ou le ruisseau Glen Burnie, que en joignant les deux programmes ensemble, dans le fond, ça assure une uniformité de la solution, puis ça donne, dans le fond, une meilleure, si on veut, protection de tout le secteur commercial du secteur de Maria. Puis en même temps, eux, ça lui règle leur problématique de 132 qui est en train aussi de partir avec la mer dans ce secteur-là. Donc, la solution qui a été proposée et mise de l'avant, c'est une recharge de plage composée de matériaux granulaires qui a été recommandée par le ministère de la Sécurité publique et dont le ministère de la Mobilité durable aussi a démontré de l'intérêt pour ça. Il manque encore le financement, eux, à attacher de leur côté. C'est pour ça qu'on dit démontrer de l'intérêt, mais qu'on dit, dans le fond, on ne se prononce pas pour eux sur la réalisation du projet, mais ils sont avec nous là-dedans pour avancer. Les deux secteurs, ce qu'on présente à ce soir, ça va être tout d'un gros projet. C'est ce qui nous amène à M. Dominique Lachance, de la Fédération des municipalités du Québec, qui va vous présenter les étapes et les déroulements du travaux pour la recharge de la plage. Merci, M. Audet. Ça va bien le son? Oui, vous m'entendez bien à l'arrière? Parfait. Donc, présentation aujourd'hui, le projet de protection côtière du secteur route 132 et commercial dans la municipalité de Maria. Donc, c'est un projet qui est subventionné par le MSP, le MTMD et également avec la participation de la municipalité de Maria. Un plan de la présentation, donc on va commencer par la considération des préoccupations citoyennes, les mesures de protection de l'environnement, les autorisations nécessaires à la réalisation des travaux, la description des travaux, la localisation, des extraits de plans qui vont vous être présentés aujourd'hui, les étapes de réalisation des travaux, l'échéancier, l'exemple du projet de Sainte-Flavie, des illustrations suivies d'une période de questions, animée par Mme Plourde.
Donc, au niveau des considérations, préoccupations citoyennes, on s'est rencontrés à quelques reprises depuis le début du projet. On vous a entendu, on a écouté les préoccupations qui ont été soulevées par les citoyens. Donc, au niveau des principales préoccupations, la première, le maintien de la vue sur la mer. Vous allez voir l'option qui va vous être présentée. C'est une recharge de plage comme solution, mais avec une élévation de crête qui n'entrave pas la vue. Donc, de ce côté-là, vous allez voir l'ouvrage qui va vous être présenté autant sur les plans que les illustrations répondaient à cette préoccupation citoyenne-là. La deuxième préoccupation, le maintien de la biodiversité et la protection du milieu hydrique. Donc, il y a une protection durant les travaux qui vont être mis en place au niveau de l'environnement, notamment de la machinerie à l'huile végétale, mais aussi un plan de protection environnementale qui va être très suivi, notamment par les différents ministères impliqués au dossier. Donc, il y a également aussi un suivi morphologique et biologique qui va être réalisé pendant et après les travaux, notamment à l'Université Laval pour la faune benthique et l'UQAR au niveau de la géomorphologie côtière. L'autre préoccupation, c'était la fiabilité des recharges de plage, l'exemple de Percé qui avait été donné. Donc, la recharge a été modélisée et conçue pour une durée de vie de 30 ans sans entretien. Préserver la promenade et la végétation riveraine. Donc, la promenade sera maintenue. Il va y avoir plantation des limes des sables et de rosiers également. On va pouvoir en parler tout à l'heure. Protection contre le refoulement et l'accumulation d'eau, notamment dans le secteur commercial. Il y avait eu des inquiétudes de citoyens sur le drainage. Ça a été considéré et mis en plan au niveau des plans pour appel d'offres et les solutions ont été jugées satisfaisantes. Donc, chaque émissaire sera adapté. Il va y avoir de l'entretien d'émissaires existants, mais également aussi l'aménagement d'ouvrages de diffusion dans certains secteurs et d'autres émissaires qui seront prolongés. Au niveau des mesures de protection de l'environnement, donc le phasage des travaux a été déterminé afin de limiter les impacts sur l'habitat, notamment au niveau du capelin. Donc, on est dans une ère de reproduction du capelin. Également aussi au niveau des oiseaux, donc l'avifaune. Donc, ces éléments-là ont été considérés dans le projet. Il y a également des mesures qui sont mises en place pour diminuer l'émission de matière en suspension selon les recommandations de Pêche et Océan Canada, notamment au niveau de la méthode de travail. Le matériel n'est pas déchargé directement dans l'eau. Il est mis en place par une machinerie par palier, justement. Donc, de ce côté-là, la méthode de travail a été adaptée. Il y a des observations quotidiennes aussi qui sont prévues au projet pour les signes de reproduction de capelin. Donc, s'il y a de la frite capelin pendant les travaux. Donc, les travaux doivent être interrompus dans le secteur donné avec une certaine marge de sécurité. Il y a également aussi de l'observation d'oiseaux migrateurs qui est prévue au projet. Et les suivis de recharge post-travaux, j'en ai parlé tout à l'heure, donc 2 universités différentes qui font les suivis, l'UQAR pour la géomorphologie côtière et l'Université Laval pour la faune benthique. Les autorisations nécessaires aux travaux, donc le décret de soustraction qui a été obtenu, la demande d'article 22 qui est en cours d'analyse au ministère de l'Environnement, la demande du volet faune à l'article 128.7 de la loi qui est également en analyse du côté du ministère de la Faune, la demande du domaine hydrique de l'État qui a été faite, la demande de Pêche Océan, donc la demande d'examen a été déposée, la première série de questions a été répondue, et s'en est suivi une demande d'autorisation en vertu de la loi sur les pêches. Donc, cette demande-là a été soumise et est actuellement en analyse du côté du MPO. Transport Canada est également impliqué au projet pour le programme de protection de la navigation. Donc, de leur côté aussi, les réponses ont été fournies et sont en cours d'analyse. Les réponses fournies ont été jugées satisfaisantes, mais nous n'avons pas encore le papier confirmant l'autorisation. Et finalement, au niveau de la municipalité, il y avait des autorisations, notamment en urbanisme. Donc, le site des travaux, comme le disait M. le maire, on commence à la halte routière à gauche de l'écran et à droite, la fin de la recharge. Donc, là, il y a une zone de transition qui s'effectue jusqu'à la rue des Pluviers. Il va y avoir des extraits de plans tout à l'heure pour illustrer le tout. Donc, localisation des travaux, encore une fois, on voit l'ouvrage de protection
qui est situé sur les plans. Différents accès qui sont prévus pour la réalisation des travaux, notamment dans le secteur du MTMD. Il y a 4 accès qui sont prévus. Le secteur municipal, il y a 3 accès de prévus au niveau des travaux. On va pouvoir y revenir plus en détail tout à l'heure. L'aménagement des travaux, en bref. Le volet émissaire et fossé. Donc, il y a quand même plusieurs émissaires pluviaux qui arrivent dans l'ouvrage de protection. Chaque extrémité a été traitée individuellement par différents calculs hydrauliques. Et donc, voici un peu un résumé des travaux au niveau drainage. Donc, le nettoyage des conduites et regards, la réparation ou la disposition de massifs de béton qui seront prolongés. Il y a certains massifs de béton actuellement d'émissaires qui seront prolongés. Il y en a d'autres qui vont être démolis et joints à d'autres ouvrages de protection. Prolongement de 7 conduites au-delà de la recharge à l'équilibre. Aménagement de 25 ouvrages de diffusion sous la recharge de plage. Mise en place de 20 regards, 3 chambres de béton et 2 bassins de sédimentation. Mise en place d'une conduite drainante derrière la recharge pour éviter des accumulations d'eau par temps de fortes pluies. Raccordement de conduite vers des ouvrages de diffusion par tranchée drainante et mise en place de grilles anti-débris du côté amont de la route 132 pour éviter que les conduites soient bouchées par des débris tels que des branches ou de la végétation là, qui peut s'écouler l'hiver, des feuilles, à l'automne, pardon. En bref, la recharge de plage, on parle d'une longueur totale d'ouvrage de protection de 2,4 km, une crête qui varie en élévation entre l'élévation 2,5 et 4,3 mètres selon l'emplacement. On parle d'environ 232 000 mètres cubes de matériaux, soit environ 460 000 tonnes et environ 31 000 voyages de camions. Donc, c'est un estimé. C'est basé sur une moyenne de 10 roues et 12 roues. Dans certains projets, les entrepreneurs ont profité de ce type de mandat-là pour des semi-remorques, ce qui diminue quand même significativement le nombre de passages de camions. Mais l'estimé qui est ici de 31 000 voyages, on s'est basé sur des 10 roues et 12 roues. Le diamètre médian du matériel, donc la moitié du matériel, a un diamètre de 15 mm. Le diamètre maximal est de 80 mm en faible pourcentage. Pour la végétalisation, un projet pilote de végétation par hydro-ensemencement des limes des sables sera mis en place dans le secteur commercial, donc sur 940 mètres, à partir de l'émissaire des Colibris jusqu'au raccordement final à la rue des Pluviers, donc un projet d'hydro-ensemencement des limes des sables. Au début du projet, dans le secteur de la halte routière, il y a des tales des limes des sables existantes qui seront retirées avant la mise en place de l'ouvrage, puis remis en place suite aux travaux. Également, des rosiers indigènes qui seront mis en place vis-à-vis certains accès dans le secteur de la route 132. Donc ici, on commence au niveau de la halte routière. On voit ici, c'est l'ouvrage de recharge de plage. Vous voyez la ligne ici où le pointeur, c'est la crête avant. On va pouvoir vous l'illustrer sur une section. Le bas de construction de la recharge, donc c'est vraiment la recharge à construction. Et vous voyez sur les plans là, différents aménagements d'émissaires pluviaux et différents accès aussi qui ont été identifiés. Donc au début du projet, on est dans le secteur de la halte routière. Ici, une coupe type pour illustrer. Je vais prendre le temps de bien expliquer la première. On va pouvoir passer un peu plus vite sur les dernières. Donc, à gauche de l'écran, vous avez, dans ce cas-ci, la route 132. À droite, on a la mer. Donc, ici, dans le secteur de la halte routière, on voit que la recharge de plage est légèrement plus élevée que la route existante. Donc, on parle de 0,2 mètres par rapport au terrain naturel. La largeur de crête à la construction est de 19,3 mètres et la largeur totale de construction est de 33,4 mètres. On s'en va du côté de l'hôpital, donc encore une fois, une vue en plan de l'ouvrage de protection par recharge de plage vue de haut. Donc, dans le secteur de l'hôpital, la recharge de plage est 0,5 mètres plus haut que la route, donc on parle d'1,5 pied pour ceux que ça parle un peu plus. Largeur de crête de 19,8 mètres, largeur totale de construction de 39,4 mètres. Secteur de l'école Saint-Paul, donc encore une fois, un ouvrage linéaire de protection par recharge de plage.
L'élévation de la crête par rapport au terrain naturel, on parle de 0,3 mètres, donc 1 pied plus haut que le terrain naturel. La largeur de crête à la construction, donc le plateau supérieur de 15,9 mètres et une largeur totale de 35,7 mètres. La pente de construction ici de 4 dans 1, c'est une pente de 25 qui peut penser à une pente d'escalier extérieur là, pour ceux qui veulent avoir un exemple. Donc ici, à l'arrière, donc un raccordement qui est fait au mur du ministère des Transports sur tout le secteur de la route 132. Donc ici, on est au parc des bouts de ligne. Donc, on est vraiment à la jonction entre le projet MTMD, donc qu'on appelle 132, et le projet commercial. L'émissaire des Colibris est en fait la limite entre le secteur du ministère des Transports et le secteur commercial. Donc, au niveau du parc des bouts de ligne, donc du côté ouest de l'émissaire des Colibris, on est au même niveau que le terrain existant. Donc, on peut voir ici une coupe. Le plateau, à ce niveau-là, a 19,5 mètres de largeur, a une largeur totale de construction de 38,5 mètres. Donc, quand on passe du côté est de l'émissaire, là, le terrain est un peu plus bas. Donc, l'élévation de la crête arrière par rapport au terrain naturel est de 0,7 mètres. La largeur de crête est de 15,8 mètres et la largeur totale de l'ouvrage, 35,7 mètres. Donc, on voit vraiment une constance quand même. C'est un ouvrage linéaire qui est d'une largeur, d'un dimensionnement similaire. On voit ici à l'arrière du IGA, donc, comme vous le savez, un mur de protection en bois actuellement. Donc, au niveau du IGA, la recharge de plage est 0,6 mètres, soit 2 pieds plus haut que le terrain naturel. La largeur de crête est de 14,2 mètres et la largeur totale de construction est de 32,1 mètres. Donc ici, secteur Lady Maria, donc où également on voit la rue des Mouettes à l'écran. Donc au niveau Lady Maria, l'élévation, le terrain naturel est plus bas au point de raccordement, donc vraiment ici à l'arrière du talus. Donc on parlait de 1,6 mètres. Donc, 5 pieds. Par contre, vous remarquerez que le trou ici, les dépressions qu'il y a à l'arrière de la recharge de plage seront comblées. Donc, ça a été recommandé au ministère de la Sécurité publique pour éviter des accumulations d'eau et de débris qui auraient été apportés par le vent. Également aussi pour des questions d'aménagement et pour faciliter l'accès à la plage. Donc, ces dénivelés-là ont été remplis de sorte qu'au final, on va être pratiquement au même niveau. Mais quand même, par secteur, il va avoir une impression d'être un petit peu plus haut dans le secteur du Lady Maria. Le terrain est un peu plus bas à cet endroit-là. Donc, c'est ce qu'on disait, là, mais élévation de 0,3 mètres après le remplissage. Largeur de crête de 12,7 mètres, largeur totale de 30,2 mètres. Ici, on est au secteur Parc du Vieux-Quai. Donc, l'ouvrage de protection, 0,9 mètres plus haut. On parle de 3 pieds entre le terrain naturel et la recharge de plage ici. Donc, largeur de crête de 12,2 mètres et largeur totale de construction de 29 mètres. La prochaine, on est au raccordement Pluvier, donc vraiment à partir du parc du Vieux-Quai jusqu'à la rampe de mise à l'eau de la rue Pluvier. On est dans une zone de transition, donc c'est la fin de l'ouvrage. L'ouvrage est de dimension un peu plus modeste. Donc, de ce côté-là, ici, bon, le raccordement Pluvier qu'on voit à la rampe de mise à l'eau. Donc, au raccordement, ben, on est au même niveau. Le terrain naturel et la crête. Largeur de crête de 7,6 mètres. Donc, vraiment, on va en diminuant. Largeur de construction totale de 19,8 mètres. Donc, ça, c'était une illustration des plans pour aider à démontrer, là, notamment au niveau de la vue, la visibilité. Il y a peu d'impact visuel sur le projet. Donc, ça a été entendu et mis en pratique, en application. Les étapes de réalisation des travaux, bien, une recharge de plage, c'est des matériaux granulaires qui doivent être transportés. Donc, production de matériaux granulaires naturels dans un banc d'emprunt. Ces matériaux naturels-là sont transportés par camion jusqu'au site de mise en place des travaux. Donc, transport de matériaux granulaires par la route. Évidemment, vous comprendrez, le banc d'emprunt, c'est sous la responsabilité de l'entrepreneur général.
l'entrepreneur doit trouver un banc d'emprunt qui permet de fournir les matériaux en quantité et en qualité suffisante pour la réalisation du projet. Donc, il y a quand même plusieurs sources d'approvisionnement possibles dans la région, ce qui est positif au niveau d'un appel d'offres. Donc, ces matériaux-là sont transportés par camion. Il y a l'aménagement de différents accès qui sont prévus au projet. Pour vous montrer, à gauche de l'écran ici, c'est un accès qui est vraiment au commencement du mur de soutènement du ministère des Transports, à la jonction entre la glissière de sécurité existante et le mur. Donc, il y a une ouverture qui va être faite à cet endroit-là et aménagée aussi pour un accès ultérieur, que ce soit pour des entretiens si la municipalité a besoin d'un accès ou le ministère des Transports, mais également aussi pour un accès piéton. Dans le mur du ministère des Transports, notamment vis-à-vis l'hôpital et vis-à-vis la station de pompage qui est à côté du stationnement de l'église. Donc, il y a 2 accès permanents qui vont être aménagés dans le mur de soutènement pour permettre les entrées sur les travaux. Finalement, il y a un accès du côté ministère des Transports dans le secteur des colibris, ici, donc vraiment à la jonction. C'est l'accès d'ailleurs qu'avait pris le ministère des Transports lors de ses travaux d'enrochement d'urgence. Côté municipal, l'accès ici de la rue des Mouettes, l'accès au parc du Vieux-Quai et également l'accès par la rue des Pluviers qui est nécessaire seulement pour les 60 derniers mètres. C'est le seul secteur qui est permis d'accéder au chantier par la rue des Pluviers. C'est qu'au niveau de la complexité, il y avait une nécessité de passer sur les 60 derniers mètres. On parle d'environ 284 voyages de camions pour ce secteur-là. C'est ce qui est limité au niveau de l'appel d'offres. Les étapes de réalisation des travaux, donc les matériaux sont déchargés par camion, ne peuvent pas être déchargés directement dans l'eau. Donc, doivent être déchargés puis mis en place par la machinerie, notamment une machinerie fonctionnant à l'huile végétale comme les bouteurs et les excavatrices. Donc, le bouteur place le matériel, l'excavatrice fait la pente de la recharge de plage qu'on parlait tout à l'heure de 4 dans 1. Ça peut être également fait avec le bouteur selon les opérateurs. Donc, ici, c'est fait par couche subséquente de matériaux. Ce qui est important, c'est que le matériel ne doit pas être compacté. Donc, il est mis en place par le bouteur. Il n'y a pas de compaction. Le chemin d'accès se fait généralement à l'arrière de la recharge de plage pour les camions. Ce chemin d'accès-là, il y a une élévation qui est prescrite au devis maximale. Donc, la dernière couche ne doit pas être compactée. Ça va être suivi au niveau de la réalisation des travaux. Ici, on voit un exemple, là, notamment le camion dans le chemin d'accès qui est un petit peu plus bas, le bouteur qui va placer le matériel. Puis à gauche, on a une excavatrice là, qui fait des aménagements pluviaux. Étape de réalisation également, donc tout comme à Sainte-Flavie, le projet de Maria, il y a une couche de terre végétale et de sable qui va être mise en place dans le talus arrière. Cette zone-là de 5 mètres de large en moyenne sera hydro-ensemencée d'élimes des sables. Il y a différents types de substrats qui sont utilisés, donc 4 mélanges différents de terre végétale et sable, terre végétale et sable sur des résidus ligneux broyés, avec un matelas anti-érosion également. Donc, il y a quand même 4 zones d'études qui ont été ciblées dans le projet pour cette végétalisation-là. Donc, c'est vraiment aussi une des raisons pourquoi ça a été accepté de financer, c'est qu'il y a un volet recherche et projet pilote également à cette végétalisation-là. Le comité ZIP risque d'être impliqué, l'UQAR est impliqué, l'Université Laval aussi. Végétalisation également, le ministère des Transports a accepté de faire la transplantation de la tale d'élimes des sables sur 10 mètres de part et d'autre, là, au niveau du début des travaux. Il y a actuellement de l'élime des sables existante. Cette élime des sables-là doit être retirée puis mis en place suite aux travaux. Donc, il n'y a pas de perte de végétaux dans ce secteur-là. Également, au niveau des accès du ministère des Transports, il y a la plantation de rosiers indigènes sur 10 mètres de large de chaque côté des accès qui sont prévus dans le secteur de la route 132. Et le projet, comme j'ai parlé, d'hydro-ensemencement des limes des sables sur une bande de 5 mètres de large sur l'ensemble du secteur commercial, donc 940 mètres. L'échéancier des travaux prévus, donc on parle au niveau de l'appel d'offres, une date de début prévue le 5 mai 2025. C'est une date permise, donc un entrepreneur pourrait décider de commencer plus tard les travaux.
Au niveau de la phase 1, les travaux de moindre impact, là, on parle de prolongement des émissaires pluviaux et sanitaires, la mise en place des regards et égouts pluviaux et aussi la recharge de plage dans le secteur de la route 132 sur 1,4 km. La phase 2, à partir du 3 septembre, là, on est plus dans le secteur commercial, donc sur le dernier 940 mètres, mise en place de la recharge de plage et aménagement associés. Donc, dans le secteur municipal, il y a 5 émissaires pluviaux et un émissaire sanitaire à prolonger. La phase 3, à partir du 3 septembre jusqu'au 31 décembre, donc mise en place de la couche de support à la végétation et la remise en état des lieux. Et la phase 4, à partir du 15 août 2025, mais c'est la végétalisation. En fait, on a mis 15 août 2025, mais la date réelle risque d'être plus 2026. Si un entrepreneur va quand même assez rapidement au niveau de l'exécution des travaux, on pourrait permettre la mise en place de végétaux à l'automne 2025. Donc, ça va vraiment dépendre au niveau du calendrier de réalisation, mais c'est encadré au devis. L'exemple du projet de recharge de plage à Sainte-Flavie, ça, c'est vraiment suite à la construction. Donc, on voit la couche de végétalisation à l'arrière, la recharge de plage de construction avec la pente de 4 dans 1 vers le large. Puis on voit ici là, déjà le bois flotter, les algues qui viennent se réinstaller sur la recharge de plage. Les citoyens apprécient l'ouvrage. C'est d'ailleurs utilisé beaucoup pour la marche, le ski de fond aussi. Donc, au niveau touristique, les gens font beaucoup de ski de fond sur la plage, beaucoup de marches aussi. C'est une plage que l'hiver, antérieurement, il n'y avait pas possibilité d'y accéder. Maintenant, elle est utilisée. On a fait faire des illustrations pour le projet également pour vous démontrer un peu de quoi aurait l'air un ouvrage, parce qu'on présente des plans, mais parfois une image peut vraiment mieux illustrer. Donc ici, on est dans le secteur de la halte routière, donc avant travaux et après travaux, donc à la construction, l'ouvrage qui est mis en place. Ici, on est également dans le secteur au début des travaux avant et après, donc la recharge de plage qui est mise en place, comme on vous a montré sur les plans. Une vue aussi au volant, donc la vue d'un automobiliste assis dans sa voiture, donc on n'est pas debout évidemment. Donc voici un peu l'effet. Donc on voit toujours la mer au volant. Ici, on a une photo dans le secteur du BMR, donc avant et après recharge de plage. Ici, le parc des bouts de ligne, avant et après recharge de plage. Ici, on est dans le secteur de la rue des Mouettes, donc Lady Maria qu'on voit ici, donc après. Secteur également du parc du Vieux-Quai et du Lady Maria avant et après. Donc, on serait rendu déjà à la période des questions. Ça a été plus vite que je pensais. Merci, M. Lachance. Ces explications du projet qui s'en vient pour Maria. Naturellement, il y a certaines étapes qui ne sont pas tout à fait compliquées. On est encore en démarche avec le ministère des Transports. Et c'est sûr que tout ce qui est présenté, il y a certaines autorisations et l'entente de financement s'en vient, mais elle n'est pas signée encore. Sauf que ça va bien. Cet après-midi, on a eu une excellente rencontre. M. Audette, directeur général, M. Romanier, les gens du ministère des Transports. Fait que le projet avance, va très, très bien. Je pense que c'est un beau projet pour protéger les berges de Maria. Je vais passer la parole à Mme Plourde maintenant. Puis, si vous avez des questions, c'est à elle que vous allez l'adresser. Puis ensuite, on répondra au mieux de nos connaissances. Merci. Merci, messieurs. Merci, M. Lachance, pour la présentation. Je tiens à dire que la FQM nous accompagne dans ce dossier-là depuis le début, puis on a un super accompagnement. Là. Ils travaillent énormément fort pour
pour le dossier, pour votre sécurité, votre protection. Donc, on apprécie énormément ce travail-là. Donc, pour la période de questions, je vais placer le micro devant. Donc, si vous voulez vous lever, venir adresser une question ou simplement lever la main, moi, je vais m'approcher de vous. Pourquoi on utilise le micro? Parce que comme la séance, la rencontre est filmée, bien, on veut s'assurer d'avoir une bonne clarté. Donc, parlez fort, parlez lentement, parlez clair et essayez d'adresser votre question assez courtement, donc pour que ce soit clair. Puis, les gens vont essayer de répondre du mieux de leur capacité. Allez-y, peut-être une question à la fois, quitte à revenir. Monsieur Lachance a fait ça en Formule 1. Donc, on a plus de temps pour les questions. Donc, n'hésitez pas. S'il y a des diapositives que vous aimeriez revoir, on pourra les remettre sans problème. Puis, à la fin, on a les plans. Donc, si vous voulez prendre le temps de consulter des extraits de plans, ce sera possible à la fin aussi. Donc, première question, peut-être? Pourquoi il n'y a pas de compaction dans les sédiments qui vont mettre sur la recharge? Monsieur Lachance? Merci pour la question. Donc, les sédiments ne sont pas compactés puisque l'ouvrage est construit avec un profil de construction, mais ultimement, à l'équilibre, la plage va s'adoucir. Donc, la pente, qui est quand même assez abrupte de 4 dans 1, à l'équilibre, qui est dans une période selon les tempêtes, évidemment. Cet hiver, vous avez été chanceux, mais un hiver régulier, un petit peu plus de tempêtes. Le bas de recharge va se déplacer de 13 mètres vers le large et la pente en haut va reculer de 5 à 7 mètres. Donc, vraiment, cette période de transition-là, le matériel va se placer. Donc, c'est un ouvrage qui est dynamique de protection. C'est pas un ouvrage rigide. Donc, c'est le temps que l'ouvrage se place suite aux différentes tempêtes. Donc, il ne faut pas compacter l'ouvrage parce qu'il ne se comporterait pas tel que prévu et tel que conçu. Un peu comme une plage naturelle. Si jamais là, vous posez votre question puis que la réponse n'est pas assez claire, si vous sentez le besoin de préciser la question, n'hésitez pas. On est vraiment là pour répondre à vos questions ce soir. Monsieur Bernard? Bonsoir, Alphonse Bernard. J'aimerais savoir si on va avoir accès à une visite préalable par rapport à un riverain, là, par rapport à vos installations avant les travaux. Parce que vous avez parlé des espaces de végétation, puis ça, mais il va falloir qu'on se réinstalle là, chez nous. En tout cas, les riverains vont devoir se réinstaller, là, pour savoir comment on va procéder pour savoir si on est correct, puis pour qu'on fasse les travaux préalables, je présume. Oui, bien en fait, si vous en sentez le besoin avec Mme Plourde, on pourra prendre rendez-vous. Puis même peut-être tout à l'heure, si on a un peu de temps, de regarder vis-à-vis votre propriété, de quoi aura l'air l'ouvrage. Donc, ça peut, une image vaut 1000 mots, pour présenter un extrait de plan vis-à-vis votre propriété, puis voir un peu de quoi ça aura de l'air. Merci. Je vais même préciser aussi, là, durant les travaux, si ceux qui sont directement touchés, là, M. Bernard, on pourra prendre le temps aussi de se réajuster aux besoins. Prochaine question. Moi, c'est la première fois. Je ne suis pas touchée par le projet, là, mais ce que je vois, je suis une fille qui aime marcher sur le bord de la mer. Et ce que je comprends, là, c'est comme une grande pente, puis on ne pourra plus aller marcher sur le bord de la mer. Ça veut dire que ça défait le décor qu'on avait, là. Au contraire, en fait, je peux illustrer ici, comme on disait, il y a un plateau supérieur au niveau de la recharge de plage. C'est un matériel quand même assez fin, même que par secteur, la plage n'était plus vraiment... plus très large, là, donc elle était difficilement marchable. Ce qu'on voit, c'est le plateau ici. Donc, ce plateau-là, on parle d'une largeur de crête à la construction de 15,8 mètres qui va reculer selon le secteur de 5 à 7 mètres. Donc, il y aurait quand même toujours une plateforme de 5 à 7 mètres de marche, notamment dans le secteur du mur du MTMD. Donc, cette plage-là, c'est une surface plane qui va être facilitante à la marche. Si on prend l'exemple de Sainte-Flavie, là, les fins de semaine, les gens vont marcher sur la plage. C'est quasiment, on disait une promenade. Donc, la promenade? Tu sais, ce que vous disiez, vous parlez de 2,5 mètres. Moi, je ne connais pas grand-chose là-dedans, là, mais la pente. C'est difficile à rendre compréhensible. Tu sais, Parce que la plateforme c'est horizontal.
Dominique, peut-être parler des accès pour se rendre à la crête. Puis après ça, peut-être, oui, il y a le dessus de la crête qui va être possible de marcher, mais avec les années, là, la pente, elle va s'adoucir, puis on va être capable de marcher sur le bord de l'eau aussi. Là, même dès la première année, on va être capable de marcher aussi sur le bord de l'eau. Est-ce que ça répond un peu à votre question, madame? Il n'y a pas d'enrochement nulle part dans le fond de l'ouvrage, sur le bord. Au niveau des enrochements, il n'y a pas de mise en place d'enrochement de protection. Par contre, dans l'aménagement des diffuseurs, il y a des pierres d'enrochement de 4 à 8 pouces là, au niveau du premier tronçon du diffuseur. Donc, mais c'est enterré. C'est pas dans un rôle de protection, c'est dans un rôle de diffusion de l'eau pluviale. Donc, la pierre sous la machine. Oui. Oui, bonjour. Question par rapport au projet du MTQ en tant que tel. Est-ce que vous avez une vue sur qu'est-ce qui va devenir du mur le long de la 132 puis de l'enrochement qui a été fait également? Est-ce que vous avez des précisions par rapport à ça? Oui. L'enrochement d'urgence qui a été fait par le ministère des Transports va être démantelé, va être transporté au centre de service de Cascapédia pour usage ultérieur dans d'autres secteurs. Le ministère a plusieurs besoins au niveau de l'enrochement. Le mur de protection demeure en place, donc sera enseveli au niveau de l'ouvrage. Il y a quelques ouvertures de prévues, notamment pour l'aménagement d'émissaires pluviaux et de regards, mais essentiellement, le mur demeure en place, mais sera enseveli. Le mur d'enrochement va être retiré, puis la municipalité, on a essayé de pouvoir récupérer les roches, mais le ministère du Transport n'a pas voulu. Oui, bonjour. J'ai une petite question au niveau du secteur de la 132, justement. Le mur va être enseveli, mais est-ce qu'il y a prévu d'ajouter un muret, clôture ou quelque chose entre la recharge et la 132? Parce qu'il y a quand même plusieurs enfants qui jouent dans ce coin-là, puis éviter qu'ils se rendent sur la 132. Donc, au niveau de la glissière de sécurité existante demeure en place entre la route 132 et la plage. Donc, de ce côté-là, elle demeure en place. Et les accès, il y aura des clôtures, des barrières qui vont être mises en place, mais qui permettent une circulation piétonne quand même en tout temps. Et lorsque les barrières sont ouvertes, permettent l'accès à un véhicule pour un entretien, là, que ce soit au niveau d'un émissaire pluvial ou autre. Il n'y a pas d'entretien vraiment de prévu, mais néanmoins, il fallait le planifier parce qu'on ne veut pas avoir à réouvrir les murs dans le futur, évidemment. Donc, tout ça a été réfléchi là, en fonction des besoins futurs. La glissière de sécurité demeure en place, fait quand même office d'une certaine hauteur, là, comme vous voyez quand on marche sur le trottoir. Excusez-moi, je veux juste, comme pour que les gens le comprennent peut-être bien, c'est peut-être dans les mots dans lesquels vous utilisez qui n'est peut-être pas clair pour l'ensemble de la population. Là. Dans le fond, quand vous dites que vous allez ensevelir le mur, pour eux, cette balade-là qu'on appelle, ce serait peut-être d'utiliser des termes qui seraient un peu plus clairs pour qu'on puisse le comprendre de façon adéquate, s'il vous plaît. Parce que dans le fond, la promenade va demeurer. Oui. C'est bien ce que vous dites? Oui, elle demeure. Et c'est parce que quand vous dites que vous allez ensevelir le mur, on pense que vous allez complètement l'ensevelir. C'est pour ça que je voudrais qu'on soit clair à ce niveau-là. Là. Le mur va être, sera pas enseveli. La promenade ne sera pas ensevelie. Mais c'est ça, c'est important peut-être de le spécifier parce que je pense qu'il y a des gens qui avaient peut-être compris de cette nature-là. Ça sera toujours en place et réutilisable, oui. Parfait. Merci. C'est ça, le muret reste en place, la balade reste en place. Il n'y a rien, c'est que la recharge de plage vient juste s'accoter, là, mais au niveau en réalité, au niveau du sol. Là, fait que la balade reste en place, le muret reste en place. Oui, j'aimerais savoir si les arbres, les troncs d'arbres, les souches vont être retirés ou rester là pour une autre protection. Tout ce qui est débris ligneux va être retiré. On les enterrera pas à ce niveau-là. Les débris ligneux et les débris d'algues, il y a une certaine quantité qui doit être utilisée pour être broyée, puis ça va être utilisé dans les ouvrages de végétalisation.
Donc, vraiment, c'est dans un des secteurs, il y a ces matériaux-là broyés qui vont être utilisés sous la terre végétale. Donc, c'est vraiment un test qui a été déterminé avec les experts au dossier en végétaux pour faire ces essais-là. Le surplus sera disposé dans un site conformément aux autorisations. Là. Il y a comme une ou deux escaliers dans certains secteurs. Allez-vous les démanteler, les ensevelir? Parce que là, qu'est-ce qui arrive avec les... Parce que c'est de l'accès direct à la plage. On n'a pas besoin de se rendre... Oui. Les escaliers seront retirés puisqu'ils n'auront plus d'utilité à toute fin pratique. Donc, ces escaliers-là sont retirés, mais j'aimerais juste, au niveau de l'ouvrage de protection, si on peut voir à l'écran ici, notamment à l'hôpital, qui a quand même un accès piéton. On voit ici là, que la pente est quand même très faible, de 4 dans 1 à l'arrière. Donc, l'accès piéton est très facilitant là, dans ce secteur-là. Donc, il n'y a pas plus besoin d'avoir d'escalier. Donc, ceux qui sont existants sont démantelés et disposés au rebut. Est-ce que ça répond? J'ai l'impression qu'on se questionne beaucoup sur les accès. En fait, comme M. Lachance l'a expliqué tout à l'heure, peut-être remettre la diapositive sur les accès au sens large. Le mur de ciment, il n'est pas présenté au plan. La balade n'est pas présentée sur le plan. C'est pour ça que c'est un peu... Je comprends. Il faudrait zoomer, là, mais effectivement. Bref, la balade reste là. Il y a le garde-fou. Puis, à certains endroits, il va y avoir des accès pour pouvoir, en fait, à certains endroits monter ou à certains endroits descendre. Puis, dépendamment de la pente, après ça, vous allez pouvoir aller marcher quand même sur le bord de l'eau ou sur la crête. Donc, il y a plusieurs accès pour se rendre à la plage. Et la plage va rester la plage. Elle va juste être plus large. Les accès existants demeurent. Donc, les 2 escaliers du secteur 132 demeurent. Puis, il y a 2 nouveaux accès qui sont... En fait, 3 nouveaux accès qui sont ajoutés. Un au début du mur, donc un peu après la halte routière. Il y a un accès qui est créé à cet endroit-là. Un vis-à-vis de l'hôpital, donc qui était un accès existant piéton qui va être élargi pour un accès véhiculaire futur pour l'entretien. Et un accès qui est nouveau, c'est vis-à-vis la station de pompage ou le stationnement de l'église. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle ouverture qui est faite dans le mur pour permettre un accès. Arrête 2 questions. Vous, M. Lachance, M. le maire. Vous parlez de la... OK. Vous parlez de la roche pas compactée. Dites-moi la raison, et je vais vous dire pourquoi après. Au niveau de la roche pas compactée, mais on veut que l'ouvrage se place suite au cycle des marées. Donc, on ne veut pas qu'il soit compacté parce que s'il était compacté, il ne bougerait pas suite au cycle des marées ou du moins resterait pogné en pain. Et avec les vagues, on peut le voir là, dans certaines zones où il y a eu de la décompaction qui a été nécessaire suite au passage de la machinerie. Oui, bien, j'ai fait des travaux aux îles, vous le savez, là, oui. Il y a 3 ans. Puis si on n'aurait pas eu un compacteur pour faire passer les camions, on n'aurait pas pu faire le job à tout. Pas compacter comme compacter du gravier, là. Juste stabiliser la roche. Les camions... On va faire une surface plane, effectivement, pour les camions. Parce que là, d'accord, moi, en signe d'expérience, je l'ai fait aux îles. Et... Bon, l'autre question pour vous, M. le maire. Bon. Gardez-la en tête, M. Clément. Alors, bonjour. Moi, j'habite à peu près au 2700. Pourquoi arrêter au 2400? Ben, écoutez, le 2400 est près du parc de la Rivière-Verte, là. Du parc... moi, j'habite un peu plus à l'est. Alors, pourquoi arrêter là plutôt qu'aller plus vers l'est? 2004. Ça, vous êtes-vous près de... 2400, c'est près de la plage municipale? Là? Non, c'est à Doudou. Ah, OK, près de Plouvier, là. C'est ça. OK. Parce que... Ben, c'est vraiment au niveau des zones d'études du MSP puis la zone de transition, le secteur commercial protégé arrêté au quai, au parc du Vieux-Quai, puis la zone de transition était entre le parc du Vieux-Quai et la rue des Pluviers. On rappelle qu'entre la zone du parc et la rue Pluviers, c'est une protection partielle qu'il y a à cet endroit-là. La situation s'améliore, mais on n'a pas les mêmes atteintes de niveau de protection que ce qui est atteint dans le secteur commercial. Donc, c'est vraiment une zone de transition pour se raccorder progressivement parce qu'on ne peut pas arrêter
couper ça carré au niveau de l'ouvrage. Donc, il y a une zone de transition sur ce secteur-là entre le parc du Vieux-Quai et la rue Pluvier. Juste pour préciser, est-ce que vous habitez de l'autre côté de la rivière verte? À l'est. Donc, à l'est de la rivière verte. Pourquoi cette portion-là n'a pas été étudiée? À l'est de la rivière verte. À l'est de la rivière, c'est le MSP qui fait des niveaux d'analyse de risque avec l'UQAR. Le secteur qui fait l'objet des travaux a été déterminé comme prioritaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun risque dans votre secteur, mais néanmoins, dans le portrait global avec l'UQAR, l'Ouranos et le MSP, il y a une analyse des berges, puis il y a certains secteurs plus vulnérables qui sont identifiés. Donc, je n'ai pas les données sur votre secteur précisément, mais il y a un exercice qui est fait quand même à l'échelle d'un territoire. Puis il y a de la priorisation qui est faite du côté du MSP. Fait que c'est pas la municipalité qui a décidé ça, non? Monsieur Clément? Mais on ne l'a pas entendu au micro. C'était-tu pertinent? Ben, c'est toujours pertinent. Monsieur Clément, on va l'adresser, juste pour les besoins de la cause. Non, moi, monsieur le maire, je pensais que vous rendrez beaucoup plus loin que la descente de bateau qu'il y a dans le Tournapierre. Vous arrêtez là. Oui, ce qui est présenté actuellement, là, c'est vraiment le secteur commercial et le secteur 132. C'est sûr que la Pointe Verte, c'est des enjeux qui sont différents. Puis, c'est pas... le secteur Pointe-Verte n'est pas discuté à soir, parce que c'est des enjeux totalement différents. Fait que la présentation était vraiment sur le secteur commercial et le secteur 132 ce soir. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Ça serait pour savoir pourquoi la méthode qui a été utilisée par le ministère des Transports pour la protection d'urgence, la pierre, pourquoi cette méthode-là n'aurait pas pu être envisagée? À mon point de vue, elle a un peu moins d'emprise dans la mer, puis en fait, c'est ça, un peu moins intrusive là, sur 40 mètres de profondeur dans la mer. Je voulais savoir pourquoi cette méthode-là n'aurait pas pu être envisagée sur le long de la côte. Elle a été regardée au niveau de l'analyse d'options. Donc, différentes options de protection ont été analysées pendant cette étape-là, notamment par le ministère de la Sécurité publique. À la dernière rencontre, les résultats de cette analyse-là ont été présentés. Bien que l'empiètement est moindre au niveau d'un enrochement, c'est sûr qu'au niveau de l'énergie qui est retournée, au niveau de l'érosion, au niveau de l'effet de boue, il y a quand même certaines contraintes à ce type d'ouvrage de protection-là. Puis, en fait, devant ces enrochements-là, règle générale, on voit une disparition des plages existantes. C'est très bien documenté par les étudiants de l'UQAR. Donc, de ce côté-là, il y a vraiment disparition de plages là, quand on met l'enrochement. Fait que l'option a été regardée, l'analyse d'option a été présentée en dernière rencontre. Les rapports sont disponibles aussi en ligne, mais ça a été analysé. Ce qu'a fait le ministère des Transports en conditions d'urgence, ça n'a pas été dimensionné avec une hauteur de protection comme ce qui est présenté aujourd'hui de 30 ans, sans entretien. Donc, le ministère des Transports a fait ça d'ailleurs, sachant qu'un projet plus général était en préparation. Donc, a fait le nécessaire pour protéger son mur qui a été très affecté par cette tempête-là. Donc, c'est ce qui a été fait. Oui. Je vais regarder dans mes mains, comme ça va éviter la transmission. Tout à l'heure, vous avez parlé que la recharge de plage ne doit pas être compactée, que les camions doivent circuler à l'extérieur de la recharge de plage. Exact? À l'arrière de la recharge, sur le chemin. En fait, la recharge de plage, on va retourner sur une image ici qui l'illustre bien. Excusez-moi, c'était pas la première. Donc, on le voit ici, le chemin d'accès est plus bas. Donc, il y a une élévation qui est permise, mais c'est sur la recharge de plage parce qu'évidemment, à l'avant du mur de soutènement, notamment, il n'y a pas vraiment avec un remblai qui est à faire avec des matériaux de recharge de plage. C'est ce qui est permis et les camions peuvent circuler sur ce chemin-là qui, naturellement, par la circulation de camions, va se compacter. Donc, est-ce que je réponds bien? Oui, exactement. Ma question, c'est là où je m'en allais. Là.
derrière le mur de soutènement, en fait, comment vous allez faire la recharge de plage, mais ce qu'on comprend, c'est que les camions vont circuler dessus, puis probablement qu'il y aura des compactions ou quoi que ce soit par après. Là. Il y a une élévation, un niveau qui est permis que les camions peuvent circuler sans décompaction, mais vraiment dans un chemin d'accès de 8 mètres de large, 6 mètres de large, pardon, qui est identifié au plan. Donc, on est devant le mur. Fait que le 6 mètres part du mur, puis il y a un 6 mètres de chemin d'accès à un niveau précis qui est indiqué au plan, que là, on peut circuler avec des camions. Si l'entrepreneur circule sur le dessus de la recharge, un coup fini, il doit la décompacter. Donc, ça, c'est pas permis. OK. Merci. Ouais. Mathieu, Michel. Oui, bonjour. J'essaie d'imaginer un peu là, comment va se dérouler l'année 2025, là, surtout l'été. Est-ce que, vous l'avez peut-être mentionné, mais je veux reposer la question quand même, est-ce que ça va se faire d'un bout vers l'autre, ça va se faire par section, quand ça va être terminé, ils vont passer à l'autre, ou ça va être 2,4 km de travaux? En fait, l'entrepreneur général doit soumettre une méthode de travail. L'ouvrage doit être fait de manière continue, donc on ne pourrait pas faire plusieurs petits secteurs. Si on fait plusieurs petits secteurs, l'ouvrage devient vulnérable en cas de tempête. Donc, ça doit être vraiment fait de manière continue. Les sections doivent être adjacentes pour permettre également la réception des travaux. Donc, au niveau du paiement aussi. Donc, certaines sections doivent être complétées. Donc, on a tout avantage d'y aller d'une manière continue au niveau de la réalisation du projet. Un entrepreneur pourrait décider, par exemple, de commencer à l'émissaire Colibri en s'en allant vers la halte routière ou bien de partir de la halte routière en s'en allant vers Colibri. C'est vraiment au niveau de la méthode de travail. On ne veut pas trop imposer la méthode. Il y a des barèmes à respecter. Mais quand on impose trop de méthodes de travail, on en devient responsable. Un entrepreneur général pourra évaluer la méthode la plus efficace pour réaliser les travaux le plus rapidement possible, ce qui diminue aussi l'impact sur les citoyens, évidemment. Donc, on ne voulait pas limiter cette possibilité-là. Mais on peut penser là, que ça va commencer une extrémité ou l'autre au niveau du secteur MTMD. Est-ce qu'on peut représenter la diapositive avec les phases de travaux, s'il vous plaît? Peut-être que ça va nous... Je ne sais pas si on voyait les phases. Avec l'échéancier? Oui. OK. Fait que ça va peut-être apporter un petit complément de réponse, Mathieu. Ouais. Question. Ça va avec le organisme, parce que Caslan, il va se refaire dans la plage. Il y a des secteurs, tu ne peux pas aller pendant la période de fête. Oui. On est rendu à la question. Bonjour, Michel Porlier. J'ai plusieurs questions que je souhaiterais avoir des réponses. La première, j'ai cru entendre tout à l'heure, puis que la période prévue pour les ouvrages qui sont construits est de 30 ans sans entretien. J'aimerais que vous me disiez oui. Oui, c'est ce que le MSP a mis dans ses rapports que vous avez lus. Okay. Donc, en ingénierie, vous savez qu'on a une obligation de résultat. Je conclus que tous les ouvrages qui sont prévus dans le projet qui est mis de l'avant, si on a une problématique d'entretien, des frais à investir dans les 30 prochaines années, que les signataires des plans et devis, la FQM notamment, se portent responsables de ces coûts-là. En totalité, sans autre explication, est-ce que je comprends que oui? Non, ben vous savez très bien comment ça fonctionne, M. Porlier. En fait, la conception a été faite par le MSP et le MTMD, qui, la municipalité peut faire la demande, mais en tant que tel, généralement, sont présents s'il y a des entretiens à faire. Je ne suis pas représentant du MTMD ni du MSP, donc de ce côté-là, vous savez très bien que... Conclusion, lorsque vous nous avez dit tout à l'heure que c'est 30 ans sans entretien, c'est faux. Est-ce que c'est ça? C'est ce que le MSP marque dans ses rapports. Il y a des experts qui ont signé ces rapports-là. Je ne vous parle pas du MSP. Je vous demande qui a fait la conception de l'ouvrage. Est-ce qu'on sait qui est responsable? Au niveau de la conception, c'est le MSP, le MTMD, au niveau de la géométrie de l'ouvrage de protection, des études également. Okay. Donc, vous avez la FQM, le service technique de la FQM, n'a aucun engagement au niveau de la durée, de la vie utile, de l'entretien de ces ouvrages-là. Vous vous tenez complètement à l'extérieur de ça. Je comprends bien? Ben, en fait, l'ouvrage, vous savez, a été dimensionné. Il y a eu des études qui ont été faites. Sophie, monsieur. Monsieur Porlier. Qui est responsable
responsable d'entretenir ces ouvrages-là? Donc, répondez, c'est le gouvernement du Québec, donc on ira auprès du gouvernement pour les frais d'entretien. Ben, je voudrais savoir qui est responsable de l'entretien. La municipalité qui fera une demande aux différents ministères impliqués. Je comprends que c'est la municipalité. Oui, au niveau de l'entretien, oui, Donc, tout à fait. Vous avez dit tout à l'heure, 30 ans sans entretien, c'est faux. Ben, c'est ce qui est marqué dans les rapports que vous avez lus. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Mais je pense que vous êtes capable d'interpréter, M. Parlier. C'est qu'il y a plusieurs questions. OK, stop. Je vais juste m'arrêter pour préciser. Là. Je vais répéter. On essaie d'avoir une question claire. Je sais qu'on peut... ben, c'était pas si clair. Moi, j'ai trouvé que... Voilà. Et on est capable de me répondre. La Parce- réponse n'est pas claire, mais la question était claire. On peut repréciser la réponse, peut-être. Qui paie les coûts d'entretien? La municipalité qui pourra faire des demandes de subvention au MSP ou MTMD. Je vais aller voir Ben, là, quelqu'un en d'autre fait- et je vais revenir. Moi, sans entretien, donc, tout à l'heure, on nous a dit 30 ans sans entretien, c'est faux. C'est la réponse que je voudrais avoir. Est-ce que c'est faux ou c'est vrai que c'est 30 ans sans entretien? Vous pourrez nous adresser la question. On va la soumettre aux différents ministères, M. Porlier. Je vais revenir. Respirez, M. Parlier. Prochaine question. Merci. Alors, tout à l'heure, vous avez mentionné la ville de Percé, le renouveau des plages à Percé. Moi, dans mon livre, ça a été fait 1 an. L'année suivante, il a fallu revenir. OK? Pour réparer, parce que c'est ça. Et là, vous nous dites que ça va être bon pour 30 ans. Êtes-vous sûr de vos avancements? Parce qu'à Percé, il était sûr aussi. Là. Le projet de Percé est un autre projet qui a été fait dans un contexte différent. À ce moment-là, les données scientifiques n'étaient pas les mêmes. Donc là, je pense qu'on venait ici pour présenter le projet. On peut revenir sur l'analyse d'options. Donc, mais du côté de Percé, à ce moment-là, je sais que le contexte de réalisation n'était pas le même. Je n'étais pas impliqué au dossier, donc vous pouvez adresser les questions. J'ai rappelé aussi qu'un des critères de financement du ministère des Transports, c'est la durabilité de l'ouvrage aussi. Donc, c'est sûr que c'est un... Oui, je vais le dire. C'est un projet évolutif. L'objectif, c'est que ça dure 30 ans. Est-ce que l'objectif, c'est que ça dure 30 ans et ce sera financé pour un projet qui sera normalement sans entretien? C'est ma réponse. Mais est-ce que je suis ingénieur? Non. Je suis seulement agente de liaison, M. Parley. Prochaine question. Ah, ben, je vais aller vous voir. Prochaine question. Donc, question suivante. Ah, c'est toujours très court. Vous savez comment j'aime pas parler. J'aimerais savoir, pour être allé à Sainte-Flavie, marcher l'ouvrage qui a été construit, je pense que si on parle d'accès à la plage maintenu comme objectif du MSP, ben, c'est un flop monumental. Vous avez montré tout à l'heure une photo là, en ski de fond. Là. Probablement qu'avec un bon couvert de neige, on peut marcher le long de la plage correctement. Mais je peux vous dire que mon expérience, ça prend une paire de bottes de construction pour marcher en bordure de la plage avec les matériaux qui ont été mis là. Ma question, est-ce que l'ouvrage qui est projeté à Maria est de même type, de même nature? Est-ce qu'on va avoir ce type d'ouvrage-là où on va marcher sur une crête, très, très haut, une pente très raide, dans des gros cailloux? Les cailloux à Maria sont plus petits. À Sainte-Flavie, on parlait d'un D50 de 25 mm. Maria, on est dans un D50 de 15 mm, donc le matériel est plus petit, mais ça marche mieux également de ce côté-là. Donc, dans d'autres projets similaires, ça marche très bien. Secteur commercial, en option au projet, une couche de confort, donc un matériel plus fin qui pourra être mis à l'arrière de la recharge sur une largeur de 5 mètres. Le MTMD n'a pas mis cette option-là, mais la municipalité l'a mis à l'appel d'offres. Ce sentier-là de sable est très utilisé à Sainte-Flavie. Les gens trouvent que ça marche très bien. Moi, personnellement, je l'ai bien marché aussi en chaussures, donc j'ai pas eu de problème de ce côté-là. Sur le gravier à Sainte-Flavie, 25 mm, je vous dirais que ça, il faut faire plus attention aux chevilles, mais le trottoir de sable, si on peut dire, de 5 mètres, ça marche très bien. Les gens l'utilisent beaucoup. Puis à ce niveau-là, les citoyens sont très contents de l'ouvrage de protection qui a été mis en place là. Les élus, l'administration municipale aussi. Je peux rajouter peut-être, c'est un secteur de plage qu'actuellement, il y a
plus de plage, en fait. C'est un secteur qu'à cause du muret, justement, du MTQ, la plage a complètement été détruite dans ce coin-là. Donc, présentement, marcher en face de la quincaillerie, du BMR ou de l'église, il n'y en a pas de plage. En marée haute, l'eau est directement à côté après le muret. Donc, on va voir quand même une amélioration des conditions de marche. C'est sûr, ça ne sera pas comparable avec l'autre partie du banc de Maria, qu'on a une surface plane sur une longueur de 5 km. Mais de la situation actuelle avec le muret, où est-ce que présentement, il y a 0 plage, pas de plage, il va y avoir une amélioration quand même à ce niveau-là. Je voulais indiquer que les objectifs du MSP, ce n'est pas d'améliorer la situation, c'est d'assurer l'accès en passant. Donc, ce n'est pas une question d'amélioration, c'est une question d'accessibilité de la plage. Et comme j'expliquais tout à l'heure, si je me base sur Sainte-Flavie, on ne peut pas considérer que la plage est accessible. On a un passage en arrière des propriétés. Puis, je vais vous faire remarquer qu'en 15 et 25 mm, on parle de 10 mm, là, qui est gros comme l'ongle de mon petit doigt. Je ne pense pas que c'est cette différence de grosseur-là de cailloux qui améliore beaucoup les choses. Merci. Super. Ça a été dit aussi que ce ne sera pas comme Sainte-Flavie pour plusieurs raisons. Donc, je tenais à le préciser. Je vais aller répondre à monsieur. Oui, bonsoir. Je me demandais si dans les analyses, les projections, les modélisations qui ont été faites, si on a pu envisager les effets collatéraux qu'il y aurait sur les zones adjacentes une fois que l'ouvrage se sera stabilisé. Est-ce que ça pourrait avoir des répercussions positives ou négatives là, sur les zones adjacentes? Parfait. Au niveau du projet en tant que tel, la dérive littorale part vraiment de la halte routière et s'en va plus vers l'est. Donc, les matériaux, naturellement, dans la période de durée de vie de la recharge de plage, ont tendance à aller vers la pointe verte. Donc, l'impact est quand même plutôt positif à l'extrémité des travaux, notamment où la rue des Pluviers, les matériaux ont tendance à aller dans cette direction-là. Donc, il n'y a pas d'impact en amont au niveau de la halte routière. Puis du côté aval, mais ce qui peut arriver, c'est qu'il y a plus de matériel qui va dériver vers là. Donc, ultimement, la plage du ministère des Transports s'en va vers la plage municipale. Donc, il n'y a pas d'impact négatif. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on fait une zone de transition qu'on ne coupe pas carré. Donc, c'est pour ça que la transition est entre le parc du Vieux-Quai et rue des Pluviers pour diminuer cet impact-là. Puis au niveau de l'extrémité, il n'y a pas d'effet de boue comme un enrochement ou un mur. Parce qu'un enrochement, quand on arrête de le faire à l'extrémité, il y a souvent une zone d'érosion. Donc, dans ce cas-ci, c'est pas le cas. Un ouvrage qui absorbe plus l'énergie des vagues également. Oui. Oui. Monsieur le maire voulait que je vous parle au niveau de la faune benthique, notamment l'AMI, comme vous avez ici, dans le projet de Pointe-aux-Outardes. Les études de l'Université Laval, 1 an après travaux, démontraient que les espèces étaient venues se réinstaller en nombre supérieur d'avant les travaux. Pourquoi? Avant les travaux, c'était des zones fortement érodées. Donc, après travaux, le milieu était plus favorable aux espèces. Puis, étonnamment, les experts de l'Université Laval étaient agréablement surpris qu'il y ait plus d'espèces après qu'avant travaux, parce que généralement, quand on fait des travaux, l'année subséquente est une année de transition. Mais dans le cas de cet ouvrage-là, ce qui a été documenté, la faune benthique est venue se réinstaller en nombre supérieur l'année d'après. Même chose au projet de la Grave. Donc, 1 an après, il y avait plus d'organismes benthiques sur le site qu'avant les travaux. Je voulais savoir, comme vous avez dit, la migration des sédiments va de l'est vers l'ouest avec plus ou moins... L'ouest vers l'est. De l'ouest vers l'est, oui. Avec 30 000 voyages de camions, y a-t-il un risque qu'il y a quelques matériels qui aillent dans les embouchures de la Cascapédia ou de la Rivière-Verte? Sur des gros événements de tempête, c'est pas impossible, mais pas en quantité suffisante pour entraver le bon écoulement de la rivière, qui a quand même un bon débit de ce côté-là. Oui, dans le projet, vous avez prévu 31 000 voyages de camions 10 ou 12 roues. Qui va faire la signalisation? L'entrepreneur général doit faire la signalisation des travaux. Il y a 2 signaleurs exigés en permanence, puis l'entrepreneur doit ajouter des signaleurs additionnels si nécessaire, notamment au niveau des accès. Je vous dirais, c'est principalement aux accès que ça prend un signaleur, s'assurer de la sécurité.
L'entrepreneur doit également garder une voie dans chaque direction sur la route 132, évidemment. Donc, il n'y a pas d'entrave de ce côté-là. Le trottoir du côté mur, évidemment, pendant les travaux, ne sera pas accessible pour des questions de sécurité. Même chose pour le corridor cyclable du côté mur. Mais l'autre corridor cyclable demeurera ouvert. Ça tombe bien, mais la municipalité a une belle piste cyclable là, sur la rue Chardonneret. Donc, les vélos vont être invités à aller sur cette piste cyclable flambant neuve. Au niveau impact, est-ce que les impacts environnementaux, puis ça couvre également l'humain, bien sûr, ont été déterminés en lien avec ce projet? Ben, le projet fait l'objet de nombreuses autorisations environnementales, notamment l'article 22, la loi sur les pêches avec MPO. Donc, le projet fait l'objet de ces autorisations environnementales-là. Au niveau de l'analyse, le MSP vous a présenté l'analyse d'options qui tenait en compte ces impacts-là aussi. Les considérations citoyennes ont été prises en note et appliquées au projet dans la mesure du possible. C'est ce qui a été présenté tout à l'heure. C'est parce que là, vous avez fait un beau discours, mais vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai demandé, est-ce que les impacts environnementaux, en lien avec les travaux de protection de berges proposés, ont été déterminés? Bien, les impacts environnementaux, le projet fait l'objet d'autorisation environnementale. Il y a un contrôle qui est fait au niveau des... Je comprends. On sait que ça fait l'objet d'autorisation. Je demande si les impacts ont été évalués. Une étude d'impact. Est-ce qu'il y a eu une étude d'impact? Il n'y a pas eu d'étude d'impact environnemental. La question était plus claire. Okay. Oui, merci. C'est ça, une étude d'impact. On évalue les impacts. Oui. Donc, si je vous pose une question complémentaire, est-ce qu'il y a un risque d'avoir des impacts à l'endroit de la plage municipale qui est située à la limite ouest du projet? À la limite ouest du projet. C'est à l'ouest de la halte routière ou entre la halte routière et l'est du projet? À partir de la halte routière, en allant en bordure du... Est-ce que vous pouvez préciser quel impact vous voulez parler? Ou... Pouvez-vous préciser, s'il vous plaît, quel impact vous voulez parler? C'est pas moi qui les détermine. Je veux savoir s'il y en a des impacts d'anticiper à cet endroit-là. En fait, il y a eu une grille de décision. Ce soir, on me confirme que la plage ne sera aucunement impactée par les travaux, que l'usage ne va pas être affecté. En fait, il y a une grille de décision qui a été déterminée pour arriver au processus de sélection de la recharge de plage qui considérait les impacts environnementaux. Et c'est pour ça que cette solution-là a été mise de l'avant, parce que ça a été démontré scientifiquement que la recharge de plage était une solution à faible impact environnemental, contrairement à de l'enrochement, à des brises-lames, à des choses comme ça. Vous me faites encore un beau discours, là. Moi, ce que je vous pose comme question, c'est simple. Est-ce que les travaux de recharge de la plage vont avoir des impacts quelconques sur la plage municipale? C'est ça la question. Est-ce que finalement, il y a des risques d'avoir une contamination avec des cailloux, de perdre la qualité du substrat, des sédiments, la qualité de l'eau affectée? Je voudrais savoir, est-ce qu'il y en a? S'il y en a, je voudrais savoir c'est lesquels. Puis je pense que c'est important que ce soit déterminé. Puis là, je pense que le projet a pris un processus où on a fait le tour, on a évité de se poser ces questions-là pour avoir des autorisations rapides. Puis moi, c'est un point qui m'inquiète énormément. Je pense que ça inquiète les gens de la municipalité de Maria. Donc, moi, je voudrais savoir, est-ce que ça va impacter la plage municipale? Nous prenons en note votre question. Si la municipalité juge pertinent, nous pourrons faire la demande au groupe La Salle NHC ou à M. Yann Repars pour vous donner une réponse précise sur ce point. Finalement, je comprends que la municipalité de Maria ne s'est pas souciée de maintenir la qualité de la plage. C'est une opinion. En effet, c'est une opinion. Parce que la préoccupation de la municipalité de Maria, c'était la protection des secteurs qui sont le secteur commercial et le secteur 132, en faisant les demandes nécessaires. Puis, si la question est de connaître un impact possiblement, on fera les demandes là, nécessaires, puis on vous reviendra. Merci. Lorsqu'on a des problèmes, s'il y en a, bien entendu. Comme toujours, quand on a un problème, on va demander. Puis c'est correct. Je veux juste préciser qu'un projet de cette envergure-là, il y a beaucoup de choses qui sont évaluées.
c'est possible qu'on n'ait pas toutes les réponses parce qu'on a chacun notre champ d'expertise. Je m'en viens, Michel. Bien, il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. Mais je veux juste comprendre, je veux juste rappeler que c'est un projet qui se fait peu au Québec. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses d'analyser et c'est possible qu'on n'ait pas toutes les réponses pour vous ce soir. On va se renseigner, puis on va vous revenir avec des réponses. Je vous dirais en complémentaire, Mme Plourde et les gens au panel, que au départ, un projet de cette envergure-là, ce serait assujetti à une étude d'impact environnemental et à un bureau d'audience publique. En utilisant et là, je ne vais pas énerger mes mots, là. Mettons un projet qui se dirige sur ce que vous appelez une recharge de plage. Moi, ce que j'appelle pas ça de même. Vous vous permettez d'avoir des autorisations pour passer outre toutes ces obligations-là. Mais ces obligations-là, elles ont une raison fondamentale. Pouvez-vous clarifier la question, s'il vous plaît? Vous m'avez de m'interrompre, monsieur. Question. On y va, Michel. Bien, c'est que finalement, là, actuellement, la municipalité a délibérément passé outre ce processus-là avec son projet, sous les recommandations de la RFQM, j'imagine, parce que vous avez été le moteur de ça, et l'inquiétude, la question qui est posée, est-ce que ça va avoir un impact? Mais finalement, la municipalité ne s'est pas souciée de s'assurer qu'il n'y en ait pas. Et je vous donnerai à l'exemple qu'il y a d'autres municipalités au Québec qui, avec un projet de même nature, exigent qu'il y ait une étude d'impact quand même. Donc, c'est une décision purement municipale à laquelle on pourra éventuellement rediscuter. Je pense que ce serait important que ce soit déterminé avant de commencer à déposer des matériaux le long de la berge. Quelle est la question? On va se renseigner. C'est un commentaire. On va se renseigner. Merci. Okay. Prochaine question. Est-ce que l'ensemencement, ça va être à la largeur de la crête à 19 c'est 5 mètres à l'arrière, dans la pente arrière. Donc, c'est vraiment 5 mètres de large d'hydro-ensemencement des limes des sables. C'est majoritairement dans le talus arrière, donc pour la prévention d'érosion de surface, mais également aussi considération sociale pour l'esthétisme aussi. 5 mètres? 5 mètres, oui. Avant le plateau. Monsieur Gilles, Monsieur et Antoine, je m'en vais après. Juste pour vérifier avec toi, Michel, si le projet a été soumis au ministère de l'Environnement, puis le ministère de l'Environnement juge que ça prend une étude d'impact, je pense qu'il y aurait eu une réponse à la municipalité comme quoi on accepte le projet en autant qu'il y ait eu une étude d'impact. Je vais juste préciser, les questions, on les adresse aux gens devant. Si vous voulez vous parler après à l'extérieur, j'ai aucun problème avec ça, mais ce soir, on adresse les personnes aux gens devant. Merci. Merci, Gilles. Il y a eu un reportage il y a à peu près 2 semaines de ça, je pense, sur le projet, justement, de la recharge de plage à Maria. Puis M. Christian Fraser, qui me semble être une compétence dans le domaine, parlait que c'était un bon projet s'il y avait des coupes-vagues là, un peu plus loin, là, qu'on ne verrait pas, mais qui seraient là pour atténuer l'effet des vagues sur... J'en ai pas entendu parler ce soir. Est-ce que c'est dans le projet ou que c'est... Bien, M. Fraser est là, puis je pense qu'il est un peu surpris. Je suis pas sûr que c'est lui que... Je pense pas qu'il a passé à la... demander. M. Fraser va donner la réponse. Je ne sais pas lequel entrevue ou reportage vous parlez, mais c'est sûr que... on me demande souvent c'est quoi l'impact de certains ouvrages, puis si, par exemple, des brise-lames au large sont une bonne méthode. Et oui, c'est une bonne méthode dans certains cas. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit exactement, j'ai pas entendu le résultat. Mais effectivement, que dans plusieurs cas, de casser la vague avant qu'elle arrive, c'est une bonne idée. Et c'est ce que fait la recharge aussi. La recharge a fait en sorte de venir briser la vague avant qu'elle touche la ligne de rivage plus loin ou proche des bâtiments. Mais donc... on me demande souvent ces questions-là, et effectivement, il y a toutes sortes de méthodes. Et l'idée de briser la vague avant qu'elle touche, au lieu de faire un mur, par exemple, c'est une bonne idée, mais c'est complexe. Parce que là, on joue dans l'habitat du poisson, on est au large, il y a les circulations par les bateaux. Donc, en fait, ça peut être une bonne méthode, mais je pense pas l'avoir clairement suggéré présentement dans le cadre où on a une recharge envisagée. Est-ce que ça répond un peu à votre question? Oui. On est chanceux, on l'a avec nous ce soir. Antoine.
Oui, je voulais juste savoir si vous aviez un estimé ou une envergure de coût pour ce projet-là. Vu qu'on est en période d'appel d'offres, là, on ne divulguera pas le montant de l'estimé. On veut le meilleur prix possible, évidemment. Il y en a pas. En veux-tu 1 million ou ça vaut 50 millions? Quelque part entre les deux. Bien essayé. Prochaine question. Oui, Stéphane. Moi, quand j'ai un micro, c'est comme si je me faisais attaquer par un mammouth. J'ai-tu l'air d'un mammouth? Non. C'est moi. Bon, ça va être des granules, ça va être de la pierre nette. C'est pas de la pierre nette, non. Non? Il y a tout type de particules. Là. On a un fuseau granulométrique là, entre 80 microns et 80 mm avec un D50 de 15 mm. Donc, vraiment, il y a quand même un fuseau. Les roches de 80 sont quand même en faible pourcentage. Là. Je pense que 3 ou 5 de prévu. J'ai pas... C'est 1,25. Oui. 1,25. 1,25. 1,25 à 56 mm, je précise au dire de Yves. C'est ça? Stéphane, ça répond-tu à ta question? Moi, je m'y connais absolument rien. Vraiment pas. Je vais faire comme si j'ai bien compris. Là. Ça va être comme du gravier mélangé, mais pas avec du sable dedans. Oui, il y a du sable dedans. Il y a du sable dedans. Okay. Là, je vois que la crête va avoir comme 20 mètres dans ses plus grandes largeurs. Il va avoir une bande de 5 mètres de végétalisé. Oui. Est-ce qu'on peut espérer que ça se végétalise au complet? Sur certains projets, on a vu des espèces se réinstaller naturellement, notamment l'aubépine. Je ne suis pas sûr qu'il y en a dans le secteur. Y en a-tu dans le secteur? Il y en a, OK. L'aubépine a eu un bon taux de pousses sans plantation. Là. Donc, vraiment, de ce côté-là, ça s'est bien développé. Dans des projets futurs également, rien n'empêchera la municipalité de faire de la végétalisation. Le ministère des Transports, pour certaines considérations, n'a pas mis, outre des rosiers sauvages, aux accès de végétalisation, mais n'a pas du tout fermé la porte à mettre en place d'autres végétalisations dans le futur. La municipalité pourrait aussi faire des projets de végétalisation. Il y a des bons programmes de financement. Peut-être une précision sur la granulométrie sans les chiffres scientifiques. Là. C'est l'équivalent de la plage actuelle ailleurs dans Maria. Si tu regardes le genre de gravier, c'est environ ça. Donc, on pourrait envisager de planter des arbres, parce que là, ça a quand même l'air ouais, des arbres... Arbustes. Oui, des arbres, ça nuirait... Est-ce que ça nuirait à l'ouvrage, à long terme? Parce que passé le cadre, il y a quand même quelques peupliers qui poussent, puis peut-être que ça serait pas laid non plus. On perdrait un peu de la vue, mais est-ce que des arbres... On recommande plus des arbustes, mais en tant que tel, s'il y a un arbre qui pousse là naturellement, on n'ira pas le couper. Là. Les rosiers sauvages, plus arbustifs un peu. L'aubépine qui pousse bien. Je vois des gens qui commencent à quitter. Je veux juste vous dire qu'en fait, la présentation de ce soir va être sur le site de la municipalité probablement demain, l'enregistrement dans le courant de la semaine prochaine. Et on prévoit aussi faire une rencontre plus en détail pour connaître les détails en fait des travaux une fois que l'adjudication de contrat va être donnée. Oui, c'est ça. Avec l'entrepreneur qui a été choisi, à ce moment-là, il va y avoir une rencontre pour expliquer les travaux. Là. Exactement. Donc, pour ceux qui se questionnent, il risque d'y avoir une autre rencontre au début des travaux pour préciser certaines choses. Mais on est encore là, on a encore du temps ce soir, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Oui. Question, commentaire, mais en lien avec ce qu'on vient de dire, justement, pour l'information sur les travaux, si on ne peut pas être à la rencontre, est-ce qu'il pourrait y avoir une page sur le site de la municipalité ou sur le Facebook? Oui, avec plaisir. En fait, là, je ne sais pas si vous regardez un peu le journal municipal. Avant les fêtes, il y a eu un bulletin Aléa Côtier aussi qui expliquait un petit peu plus. On essaie de faire un suivi plus peut-être périodiquement pour le dossier. À Sainte-Flavie, je vais comparer parce que je trouve que la méthode utilisée pour communiquer l'information a été très bien faite.
durant les travaux, à toutes les semaines, sur la page Facebook de la municipalité, il disait qu'est-ce qu'il allait faire durant la semaine, qu'est-ce qui avait été fait. Donc ça peut être une façon de faire. Le journal municipal va être utilisé aussi. Et il y a une page qui s'appelle Adaptation risque côtier sur le site Internet qui va être utilisée aussi. Donc, vous avez plusieurs plateformes, plusieurs médiums pour avoir les informations. Puis, en tout temps, vous pouvez communiquer avec moi à la municipalité. Prochaine question. C'est assez pour ce soir? D'accord. Oui. Une dernière. Monsieur le maire ou peu importe qui, les bancs de gravier, ça va provenir de où, la roche? Y a-t-il plusieurs endroits où il y a un endroit spécifique? En fait, les bancs d'emprunt vont être au choix de l'entrepreneur auquel le contrat va être donné. C'est lui qui va choisir où il choisit son banc d'emprunt. Il y en a plusieurs qui ont été repérés dans le secteur, qu'on sait qu'ils respectent les critères, mais dans le fond, le critère, c'est qu'il faut qu'il assure un matériel suffisant et en bonne qualité. Fait en autant qu'il y a ces deux critères-là, l'entrepreneur peut choisir de prendre son matériel dans le banc d'emprunt qu'il veut. Ça veut dire que c'est l'entrepreneur qui va être en charge s'il y a des extras. Un exemple, moi, j'ai un banc de gravier à Maria, puis mon voisin en a un à Bonaventure, puis dans mon banc de gravier, il va m'en manquer. C'est l'entrepreneur qui va être... C'est l'entrepreneur qui va gérer. C'est ça, le seul critère qu'il y a, lui, c'est qu'il faut qu'il fournisse le matériel de la qualité souhaitée en quantité suffisante. Il peut le prendre à 20 places s'il veut, il peut faire ce qu'il veut tant qu'il respecte ces deux critères-là. C'est beau, merci. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il semble que non. Je vous invite, je vous remercie, vous êtes déplacés. Je vous invite, après la réunion, il y a les plans qui sont ici, si vous voulez les consulter, regarder. S'il y a d'autres questions qui se posent à la vue des plans, bien, on essaiera d'y répondre. Fait que je vous remercie. Soyez prudents. Bonne soirée. Merci. Merci.